Je suis donc directeur de recherche à Bordeaux, à l'Institut de chimie. Je suis un chimiste du solide de l'école Paul Hagenmüller, que certains d'entre vous connaissent. Et je travaille depuis plus de 40 ans avec Michel Pouchard, membre de l'Institut, qu'aussi certains d'entre vous connaissent, avec qui j'ai le bonheur donc, de collaborer. Je suis plutôt un spécialiste des pilotes température, mais il n'empêche que je vais essayer de vous parler de tous des systèmes. Mon exposé sera divisé en 4 parties, quelques considérations générales, mais un certain nombre ont déjà été données, donc je vais passer un petit peu vite. Ensuite, la description des systèmes hydrogène pile à combustible électrolyseur, quelques exemples d'applications, et ensuite quelques conclusions prospectives. Alors j'aime bien montrer cette image, mais bon, tout le monde le sait, nos réserves vont s'épuiser, mais c'est intéressant de le rapporter à l'échelle humaine, puisqu'on voit qu'en environ 400 ans, on aura consommé toutes nos énergies fossiles et que nous serons redevenus dans le futur, comme nous l'étions au Moyen-Âge sous les Grecs ou Romains, à la seule différence, c'est que j'espère que le boom technologique depuis le milieu du 19e siècle aura permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Et notamment celui de maîtriser l'énergie solaire, puisque c'est la seule qui nous restera, je pense, à la fin, et si on est capable de la reproduire sur Terre via le projet, par exemple, ITER. Mais il faut se souvenir aussi qu'en une quinzaine de secondes, le Soleil nous fournit autant d'énergie qu'il nous faut pour toute l'humanité en un jour. Donc on l'a vu, les énergies renouvelables sont essentiellement des énergies intermittentes. Un chiffre, si l'on veut utiliser uniquement ces énergies, eh bien, il faudrait installer 3 fois la puissance. Évidemment, depuis le début, on en parle, c'est le stockage qui est le principal problème et la flexibilité. Donc des enjeux technologiques extrêmement importants pour l'avenir. Je vais aussi présenter cette diapositive, mais c'est peut-être pas la peine que je la commente trop. Je pense que la seule technique de stockage dont on n'a pas parlé, c'est supraconducteur. Et au passage, je voudrais citer un projet complètement fou des Japonais qui imaginaient que l'on tapisse le Sahara de cellules photovoltaïques et qu'on amène toute l'énergie en Europe via des matériaux supraconducteurs. Vous voyez, ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes. Enfin, j'y crois pas pour l'instant et il faudra qu'on fasse des grands progrès dans tous les domaines. Alors, il y a une chose aussi symptomatique, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de la dernière voie de stockage, notamment Dominique Larcher n'en a pas du tout mis dans le diagramme d'Aragon. C'est assez symptomatique, c'est sûrement qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est ce que j'appellerais l'économie de l'hydrogène, c'est-à-dire transformer l'énergie électrique tout d'abord via l'électrolyse en hydrogène, le stocker, puis le retransformer dans les piles à combustible. Donc c'est de cela que je vais vous parler maintenant. Alors c'est un scénario rêvé évidemment, puisque on partirait de l'eau, il faudra quand même beaucoup d'eau. On aura les énergies renouvelables nous permettront de fabriquer l'hydrogène, de le stocker, puis de le reconsommer via les piles à combustible, de diverses façons, soit dans le réseau électrique, comme on vient de le voir, soit directement en résidentiel, je vous donnerai un exemple, ou bien dans le transport. Et l'intérêt de tout cela, c'est que la seule émission, c'est de l'eau, donc c'est exempt quasiment de CO2. Et on revient, on fait le cycle. On peut même, si on est relativement optimiste, pendant encore quelques années, quelques dizaines d'années, y introduire le nucléaire en France, puisqu'on aura donc de l'énergie à bon marché et à haute température, comme on le verra. Alors, c'est aussi intéressant parce que c'est complètement interchangeable et complémentaire. On peut imaginer un réseau électrique, mais aussi on peut imaginer un réseau de gaz d'hydrogène et voir que l'on a complètement interchangeabilité entre ces deux réseaux via l'électrolyse et via les piles à combustible, donc dans des systèmes intelligents. Alors l'hydrogène, on en parle vraiment depuis la première fois en 1974, lors du premier choc pétrolier. Et c'était aussi intéressant puisque Jules Verne en avait parlé un siècle avant, avec cette fameuse phrase, donc je pense qu'un jour l'hydrogène et l'oxygène seront les sources inépuisables fournissant chaleur et lumière. Je pense qu'il ne s'était pas trompé, mais faudra-t-il encore qu'on arrive au bout de nos peines. Alors les avantages de l'hydrogène, eh bien, le principal avantage, c'est évidemment la densité d'énergie. Là, on parle de 33 300 Wh par kilo, donc on est à une échelle largement au-delà des échelles vues jusqu'à maintenant. Il est non polluant, non toxique, ne produit pas d'effet de serre puisqu'il ne produit que de l'eau. En revanche, il a quand même quelques handicaps à surmonter. Sa densité d'énergie volumique est extrêmement faible, 3 kWh par mètre cube.
La réglementation, la sûreté sont encore des problèmes qu'il faudra améliorer. Et le coût de production et de stockage sans production de CO2 est aussi à améliorer. Alors actuellement, il est essentiellement produit à partir du pétrole et on voit qu'un kilo d'hydrogène produit à partir des énergies fossiles produit 11 kg de CO2. Et seulement 4% est produit à partir de l'eau, essentiellement via l'électrolyse en milieu alcalin, un petit peu par des cycles thermochimiques et un petit peu aussi de manière anecdotique par la biomasse et les organismes vivants dans le fond des mers. Alors, la pile à combustible, quelques généralités tout d'abord. J'aime aussi remontrer cette image, parce que c'est la première publication qu'a fait leur sœur William Grove en 1839, où il a eu l'idée géniale de mettre en présence de l'hydrogène et de l'oxygène dans ces cellules-là, avec des fils de platine, et donc de créer une tension qui a permis de refaire l'électrolyse de l'eau qu'avait fait quelques années auparavant Nicholson avec une pile Volta. Et on voit les problèmes qu'il y avait déjà à l'époque, les problèmes de surtension, puisqu'il lui fallait 5 cellules pour pouvoir reproduire la réaction inverse. C'était intéressant parce que ça a été inventé en 1839 et pratiquement pendant 150 ans, on n'en a plus entendu parler. Jusqu'après la guerre, et notamment à partir des programmes de la NASA, donc dans les années 60, avec les fameuses piles à bord des vaisseaux Apollo et les fameuses incidences sur Apollo 13. Donc depuis, effectivement, on retravaille sur ces systèmes-là. Il faut voir qu'une pile à combustible, eh bien, c'est comme une batterie. Il y a une anode et une cathode. On fournit de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène qui en général vient de l'air de l'autre côté, et on fournit de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. Donc ce sont des processus d'oxydoréduction aux électrodes et qui font que la réaction globale ici est la recombinaison de l'hydrogène et de l'oxygène via des réactions électrochimiques avec un delta G négatif, donc la réaction peut se faire. Il faut bien voir que c'est un convertisseur d'énergie chimique, il y a en énergie électrique et chaleur, donc la différence avec les batteries ne stocke pas, le stockage se fait à l'extérieur, c'est un peu comme les redox flow. Enfin, pas un peu, c'est exactement comme les redox flow. Alors, la pile en elle-même fonctionne comme ceci. Donc, vous avez un électrolyte au centre avec 2 électrodes et des interconnecteurs. L'hydrogène arrive sur le côté anodique, est transformé en ion H+. L'ion H+, est transféré via l'électrolyte sur l'autre cathode. Les électrons vont dans le circuit externe, viennent réagir avec l'oxygène et recombinaison entre l'oxygène et les protons pour former de l'eau. Donc, les deux réactions sont écrites en dessous. Et la réaction globale est donc celle-ci. Alors, il y a plusieurs systèmes de piles à combustible. Je ne m'attarderai que sur 2. On peut les classer suivant la température de fonctionnement et suivant l'électrolyte. Le premier classement que l'on peut faire, c'est ceux on va dire, de basse température, jusqu'à 500-600 degrés, qui sont des électrolytes liquides. Donc soit un électrolyte acide, soit un électrolyte basique, soit un carbonate fondu. Et ensuite, les piles haute température, qui là sont des systèmes entièrement solides, donc avec des membranes par exemple de zircone. On peut aussi regarder ces systèmes-là d'une autre façon, avec le combustible qui est utilisé. Bien sûr, essentiellement, c'est l'hydrogène, que ce soit à basse ou haute température. Il y a une différence fondamentale, c'est que ceux que l'on utilise à basse température doivent être absolument exempts de CO en raison de l'empoisonnement des catalyseurs. Et au fur et à mesure où l'on monte en température, eh bien, on voit que l'on peut utiliser de plus en plus des gaz différents, notamment le gaz naturel à haute température directement, ou des gaz issus de la biomasse, ce qui est quand même intéressant. Il y a un certain nombre de systèmes qui fonctionnent déjà comme cela. Mais je n'aurai pas le temps de détailler tout ça. Donc, je viens de le dire, il y a 2 grands systèmes protoniques qui vont fonctionner à basse température, les systèmes anioniques à haute température. Et l'autre différence aussi, c'est que l'eau n'est pas produite du même côté. Et on voit qu'en termes de matériaux, ça va être assez différent que l'on produise l'eau du côté de l'hydrogène ou qu'on le produise du côté de l'électrode à air. La tension à l'équilibre de ces systèmes est donc fonctionne de delta G et 1,23 volts, tension bien connue, et l'énergie donc produite est de 118 mégajoules par kilo ou 33 kWh par kilo. Le système inverse, là, c'est lorsqu'on le met en charge,
Maintenant, si l'on prend un générateur et que l'on inverse les réactions, eh bien, on obtient un électrolyseur. Donc, c'est aussi un système intéressant puisqu'il suffit de renverser la tension pour avoir le système opposé. Alors, pourquoi les piles à combustible sont intéressantes? Bien, la première chose que l'on peut dire, c'est que la comparaison, lorsque l'on a un combustible et qu'on veut le transformer en énergie électrique, si on prend le circuit classique énergie chimique, chaleur, travail mécanique, eh bien là on est soumis au rendement de Carnot. Et en règle classique, lorsque c'est un moteur, eh bien, on a des rendements de l'ordre de 15 à 30%, et lorsque c'est une centrale optimisée, on atteint les 50-55%. En revanche, lorsqu'on fait des réactions électrochimiques, eh bien là, on peut recalculer le rendement thermodynamique de cette réaction à partir de l'énergie libre et de la relation ΔH moins T delta S. Et là, on voit qu'on a l'intervention de l'entropie, c'est un système ouvert. Et lorsque l'on calcule ce rendement à température à 25 degrés, on voit que le ΔG sur ΔH est de 83%. Et plus intéressant est cet ensemble-là, où l'on voit donc que le rendement thermodynamique 1 moins T delta S va dépendre de la valeur de delta S, c'est-à-dire du changement d'entropie lors des réactions. Et il peut être positif, négatif ou égal à 0 dans certains cas. Et ça donne curieusement, comme c'est des systèmes ouverts, des rendements qui peuvent atteindre, rester constants, par exemple pour le méthane, ou même dépasser 100% pour le méthanol. Ben, en règle générale, bon, ça c'est un rendement thermodynamique et bien évident que dans les systèmes, on chute énormément. Et lorsqu'on le compare avec le cycle de Carnot, eh bien on voit que dans tout le domaine de basse température, il n'y a pas photo, c'est la pile à combustible qui est nettement supérieure au point de vue rendement, tout ça étant des rendements théoriques évidemment. Alors quelques exemples maintenant de piles à combustible. Donc je reviens aux piles polymères, donc ce sont les piles basse température. Vous avez ici le cœur de la pile avec les deux collecteurs et les plaques bipolaires qui forment ce qu'on appelle le single repeat unit. Et on voit ici un exemple d'architecture, des plaques bipolaires qui sont en général en graphite, des tissus de carbone, la couche de diffusion, je vais y revenir dessus, et la membrane au centre. On presse tout cela ensemble, on fait la petite cellule, et ensuite, si on met toutes ces cellules bout à bout, eh bien, on forme un petit stack, et après, il suffit de mettre des stacks empilés pour faire des piles de plus grosse puissance. Revenons au centre de cœur de pile, ce qu'on appelle l'âme. Les couches actives sont donc ici représentées, sont des nanoparticules de platine ou d'alliage de platine. Donc on est arrivé maintenant à des tailles de particules extrêmement fines et des répartitions vraiment extraordinaires sur ces matériaux pour arriver à quelques microgrammes par centimètre carré. Et c'est très important puisque c'est là que se fait la réaction. En fait, c'est à ce point qu'on a le gaz, les électrons, les ions qui vont réagir. Et donc, plus on a de points de triple contact, mieux ça marche. Au point de vue de la membrane a longtemps été, et encore, le Nafion, qui était un brevet du Dupont de Nemours. Et c'est une membrane qui est extrêmement onéreuse, puisqu'elle coûte 300 € par mètre carré. Elle doit être imperméable au gaz et doit être constamment hydratée, qui est un des problèmes de ces piles-là. Alors, on le trouve dans tous les domaines d'application, allant du watt jusqu'aux 400 kW. Donc, vous voyez, j'ai reporté ici un certain nombre d'applications. Alors, c'est soit des piles polymères, soit direct méthanol. Bon, je n'ai pas le temps de détailler tout cela. Récemment, Toyota, qui était, vous vous rappelez, avec la Prius, là, doit sortir en 2015 sa première voiture entièrement en pile à combustible, comme l'a fait Mercedes, mais ce sont pour l'instant que des prototypes. Et là, Toyota annonce qu'il va la commercialiser. Alors, il y a des bus aussi en fonctionnement un petit peu partout dans le monde, avec Ballard, qui est un des leaders mondiaux donc, canadiens, et aussi des systèmes stationnaires. Celui-ci, je crois, fait 400 kW. Au point de vue des hautes températures, les systèmes sont complètement différents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils fonctionnent tout d'abord entre 600 et 900 degrés. Alors c'est intéressant parce que là, on peut faire une cogénération avec ces piles-là et augmenter les rendements qui sont de 50%, les passer à 70-75%. L'autre intérêt, c'est qu'il n'y a pas de platine, pas d'empoisonnement par CO à ces températures-là.
On peut utiliser une large gamme de combustibles, comme j'ai dit tout à l'heure. Les électrolytes solides, il n'y a pas de gestion de liquide. Et ce sont des technologies tout solides, donc qui sont du même ordre que celles mises en œuvre pour les industries des céramiques ou de l'électronique. Donc voilà par exemple une coupe d'une cellule. Donc l'électrolyte qui doit être une membrane dense céramique qui est en général de la zircone dopée avec de l'yttrium. L'anode qui est un mélange de cet électrolyte avec un catalyseur qui est tout simplement le nickel, qui marche très bien. Et ensuite la cathode, qui est en général un oxyde. Donc c'est des cobaltites de lantane ou des nickellettes de lantane que l'on étudie par exemple à Bordeaux. Au-dessus, il y a les interconnecteurs qui permettent à la fois la menée des électrons. Bon, là, il n'est pas designé, mais on peut le designer pour la gestion des gaz. Et il faut rendre cette cellule étanche. Il y a donc aussi des verres d'étanchéité. Donc, vous voyez que ce ne sont pas quand même des systèmes qui sont très simples. Ils sont technologiquement un petit peu compliqués. Enfin, un petit peu compliqués. Ils demandent une technologie, mais c'est maintenant relativement bien au point. Alors, par exemple, là, j'ai pris un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une technologie planaire, donc on fait des cellules qui avoisinent les 10 sur 10 cm². Ce sont des électrolytes qui ont 30 microns d'épaisseur. Donc, vous voyez tout le système ici de la cellule avec les plaques d'interconnecteurs. Ensuite, l'empilement. Et les Japonais ont eu la bonne idée de fabriquer ce qu'on appelle des chaudières mixtes, donc qui vendent actuellement, puisqu'il y en a déjà une cinquantaine de mille de systèmes qui sont vendus au Japon, pour environ 20 000 € avec un support financier. Et ce système-là, c'est tout simplement une pile à combustible qui donc va être alimentée par du gaz qui est simplement désulfurisé. Il va produire de l'électricité, je crois que c'est l'ordre du kilowatt ou du kilowatt et demi. Ensuite, les gaz qui ne sont pas brûlés vont être brûlés dans la chaudière à côté, qui va produire aussi de l'eau chaude, et il y aura un système de couplage aussi thermique entre les deux. Alors l'avantage de cela, c'est qu'il y a 50 000 systèmes qui vont permettre d'étudier la durabilité de ces systèmes-là. Alors, pour que les piles à combustible fonctionnent, il faut de l'hydrogène, comme je l'ai dit dans le schéma du départ, et pour cela, il faut utiliser l'électrolyse de l'eau. Donc jusqu'à maintenant, la seule technologie qui est vraiment mature, c'est la technologie alcaline. Mais le problème de cette technologie, c'est qu'elle a un rendement de 30%, et donc un rendement qui est très faible, et le prix on ne fournit que 4 à 5 kWh par mètre cube. La deuxième technologie qui est utilisée depuis quelques années, qui est aussi un petit peu dans le même état d'esprit, c'est celle avec les piles polymères, donc l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est en train d'être mis au point, par exemple par CETH2 en France ou par Elion Areva. Mais pour l'avenir, l'intérêt va être de travailler plutôt, non pas à basse température, mais à haute température. Pourquoi ? Parce qu'à haute température, on va avoir un gain d'énergie puisqu'il faut vaincre l'enthalpie de cette réaction. Et on voit qu'on gagne en énergie. Elle est à peu près constante avec la température. Donc delta H est égal à delta G plus T delta S. On voit qu'en montant en température, delta G, c'est-à-dire l'énergie électrique que l'on aura apportée au système, diminue et grâce à l'apport de la chaleur. Alors la chaleur, c'est relativement facile, notamment à la sortie d'un système nucléaire, mais on pourra aussi l'imaginer à la sortie de notre système. Et donc on voit que actuellement, les systèmes qui sont étudiés sont des systèmes qui travailleront vers 600-800 degrés. Donc il y a de nombreux travaux qui sont faits dans ce domaine-là. Et si on regarde la comparaison des systèmes, on voit que la technologie alcaline travaille autour de 2 volts à température ambiante. Celle avec les systèmes polymères travaille autour de 1,5 volts. Et celles avec à haute température travailleront à 1,3 volts pour des intensités même supérieures. Donc c'est cette technologie-là qui est actuellement étudiée de très près, notamment par le CEA et par les laboratoires en France. Et ça intéresse d'autant plus les Français que ça sera intéressant de le coupler avec une vapeur d'eau sortant des centrales nucléaires. Alors, on peut aussi regarder le rendement d'un couple électrolyseur pile à combustible de manière très simple, en regardant les courbes, les demi-courbes de chacune des électrodes, hydrogène et air.
et la tension à l'équilibre est 1,23 volts. La pile à combustible travaille à 0,7 volts. L'électrolyse à température ambiante autour de 2 volts. On voit donc que le rendement à 25 degrés de l'électrolyse de 59%, celle de la pile à combustible 57%, ce qui veut dire qu'on a en gros un rendement total de 33%, ce qui n'est pas extraordinaire. Si on monte en température, eh bien avec des chiffres qui ont évolué avec la température, on voit qu'on arrive à un rendement de 53%, ce qui est déjà beaucoup mieux. Mais on peut être optimiste, puisque le coût de l'énergie primaire est quasiment voisin de zéro, si ce n'est l'investissement, eh bien on peut dire qu'on a un rendement infini, ce qui est quand même intéressant finalement. Bon, ça c'est d'optimisme un petit peu béat. Je voudrais vous parler aussi d'un système qui a été mis en place, un peu plutôt qui est étudié actuellement, pas étudié, qui est développé en Corse, qui est la plateforme MIRT, donc qui est un partenariat entre le CEA, Areva et Lyon, l'Université de Corse, l'État, etc. Et ce système-là, donc, c'est un champ photovoltaïque, comme on l'a vu tout à l'heure avec les piles sodium-soufre, avec un bâtiment dans lequel il y a tout le système électrolyse et piles à combustible, le stockage des gaz. Et donc, qui a été construit pour une vingtaine de millions d'euros, qui est en service depuis janvier 2012 et qui est en train de d'arriver à pleine puissance. Alors, je ne connais pas tous les chiffres en détail parce qu'ils ne sont pas communiqués, enfin, du moins, moi, je ne les ai pas. Ce champ photovoltaïque, c'est 125 sur 55 mètres carrés, 560 kW électriques, 2200 modules et 28 onduleurs. La pile à combustible, eh bien, c'est Areva qui l'a fournie, et Lyon, et c'est leur système qu'ils appellent Green Energy Box, donc qui est une pile à combustible de 150 kW et un électrolyseur qui peut produire plus de 10 mètres cubes par heure d'hydrogène. Le stockage est fait sur des hydrures métalliques, donc notamment par la société Gmafi, qui est une société en plein développement en France. Et bien, on rejoint ce qui vient d'être exposé par le précédent orateur, c'est-à-dire que ce système-là est couplé au réseau électrique et donc permet de lisser ou éventuellement donc, de faire des apports. Donc la capacité actuellement est de 3,5 MW par heure, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'est une première faisabilité. Alors je pense que dans le monde, il y en a relativement peu, au moins basé sur ce principe-là, avec les piles à combustible. Donc ça nous laisse quand même de l'espoir pour le futur, parce qu'on pourra faire la même chose, je pense, avec un champ d'éoliennes, et il faudra simplement passer à des tailles sûrement supérieures. Alors quelques conclusions prospectives. Si on fait le point aujourd'hui, je dirais que point de vue d'électrolyse, donc production d'hydrogène, coût élevé lorsqu'il est à basse température, et les espoirs sont réellement fondés sur l'électrolyse à haute température. D'un point de vue des piles à combustible, on peut dire que les technologies sont relativement très matures du côté des piles basse température, un peu moins du côté des soft-C, mais elles le sont encore. Ce qu'il y a à améliorer dans tous les cas, c'est la durabilité. On vise des systèmes qui tiennent 5 à 10 000 heures pour l'automobile et pour le stationnaire de 20 à 50 000 heures. Donc on n'a pas encore atteint ces coûts-là, ces targets-là. Le coût est trop élevé. Actuellement, il est de 5 à 9 000 euros par kilowatt. Les prix visés pour le stationnaire, donc 750 à 1500, pour le transport urbain, 150 à 300, et pour l'automobile, 30 à 50. Vous voyez qu'on est encore très loin d'atteindre ces buts-là. Mais bon, il faut bien dire aussi que le développement est extrêmement restreint pour l'instant. On pensait que depuis 2010, ça allait décoller. Mais compte tenu des crises économiques, bien, je pense que ça met un peu plus de temps à décoller. Et je viens par exemple d'apprendre cette semaine qu'une des sociétés danoises qui était en pointe en Europe, eh bien, stoppe tout du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle arrête complètement la commercialisation et la fabrication de piles haute température. Alors les applications, on les retrouve un petit peu partout, je n'ai pas parlé de tout. Je voudrais simplement parler aussi de ce qu'on appelle les APU, Auxiliary Power Unit, que l'on trouve par exemple chez BMW dans une voiture. Il est plus intéressant de mettre une petite pile à combustible avec un reformeur de l'essence ou du gasoil pour fabriquer l'électricité à bord. Et il y a des gros programmes qui ont commencé à débuter, notamment chez Airbus, pour alimenter électriquement donc tout ce qu'il y en a à bord d'un Airbus. Il faut savoir qu'à bord d'un Airbus, c'est entre 750 et
et 1 mégawatt. 750 kW à 1 mégawatt. Donc ils envisagent par exemple de mettre 3 piles à combustible de 250 kW. Alors les verrous technologiques, rapidement, j'ai encore 5 minutes. Oui, c'est fini. Basse température, les membranes sont onéreuses. Le réformage est complexe puisque aujourd'hui, si on veut utiliser de l'hydrogène à partir, par exemple, du gaz naturel, eh bien, il faut réformer à l'entrée de la pile. Les problèmes d'empoisonnement, puisqu'il faut complètement arriver à des taux de CO qui sont inférieurs à 10 ppm. La gestion de l'eau n'est pas facile. Et la chaleur est perdue, il n'y a pas de cogénération quasiment possible. Donc on travaille sur des membranes qui permettront de travailler à plus haute température. Donc dans ce cas-là, CO sera beaucoup moins gênant. Si on regarde du côté des hautes températures, les matériaux céramiques sont en général onéreux, notamment les interconnecteurs. Le cyclage entre 25 et par exemple 800-900 degrés est relativement difficile, long. Et la dégradation des électrodes est aussi activée à ces températures-là, donc des durées de vie limitées. Donc il y a un consensus depuis de nombreuses années pour diminuer la température de fonctionnement de ces piles. Donc on parle à l'heure actuelle bon, la plupart des systèmes fonctionnent à 750 degrés aujourd'hui, mais on parle de descendre à 500, 600 degrés. Et même, il y a des programmes actuellement qui commencent à vouloir développer des systèmes à 400 degrés. Et de la même façon, les piles basse température, donc des membranes, augmenter des membranes organiques pour aller à 200 degrés. Donc voilà quels sont en gros les pistes pour le futur. Tout cela, évidemment, demande de la recherche de nouveaux matériaux. Bon, je n'ai pas eu le temps de parler de ces matériaux-là. Mais il reste quand même, et là je n'en ai pas non plus trop parlé, c'est le stockage de l'hydrogène qui est toujours problématique. Alors l'hydrogène liquide, n'en parlons pas, il est extrêmement onéreux de faire de l'hydrogène liquide. Donc on fait pour l'instant soit des systèmes compressés, de 350 à 700 bars, donc dans des bidons conçus pour cela. Soit, évidemment, il y a l'hydrure de magnésium, donc là qui est aussi en cours de développement, qui est bien déjà développé et commercialisé. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas très performant pour l'instant. Je voudrais terminer simplement en disant que le contexte académique français est très bon, via la création de GDR qui continue à exister, donc qui permettent d'avoir une recherche de base très intéressante, et notamment un très bon partenariat entre le CNRS et le CEA, soutenu par l'ADEME, l'ANR, etc. Et donc là, j'ai cité quelques entreprises qui notamment s'investissent, je pense notamment à Elion, à Eifer, Saint-Gobain, mais plutôt aux États-Unis, et des petites entreprises françaises comme Praxitech, Pragma, et cette petite entreprise-là qui a eu l'audace de vouloir faire une première voiture, la Green GT H2, alors qui devait malheureusement prendre le départ des 24 heures du Mans, mais je pense qu'elle n'est toujours pas partie. Mais enfin, elle a au moins le mérite d'exister. Donc, c'est une pile polymère à 18 stacks, 350 kW électriques de puissance. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que, en général, les voitures électriques sont extrêmement dynamiques. Voilà, je vous remercie.